Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse, le rendez-vous d'analyse et de décryptage des sujets de l'actualité sur la RTB. Ce matin, 5 sujets sont convoqués au débat. D'abord, le massacre lundi dernier de 36 civils dans 2 villages du San Matenga. Un massacre perpétré par des hommes armés non encore identifiés. Et avant cette attaque, 35 civils étaient massacrés à Arbinda en décembre 2019 et des élèves trouvaient également la mort après que leur véhicule, le véhicule qui les transportait, ait sauté sur un engin explosif sur l'axe Théonie-Dunkou. Nous sommes dans la province du Sourou. Aussi barbare que soient ces attaques, on se pose des interrogations. La stratégie des djihadistes à l'origine du terrorisme a-t-elle changé? Est-ce parce que la puissance de feu des forces de défense et de sécurité ayant augmenté d'un cran, les terroristes changent de cible pour davantage faire mal? Comment protéger davantage les populations dans cette guerre asymétrique? On en parle donc dans le débat de presse de ce dimanche. Ce dimanche également, la loi sur le recrutement de volontaires de défense de la patrie. Les députés burkinabés ont à l'unanimité voté une loi instituant les conditions de recrutement de volontaires pour aider à la lutte contre le terrorisme. Ces volontaires auront des équipements au terme de la loi, notamment des armes légères, et doivent aider au renseignement. Mais des interrogations subsistent quant aux moyens effectifs à mettre à leur disposition. Comment éviter que ces volontaires ne soient un vivier où se recruteront d'autres terroristes? On en parle ce matin. Et ce matin, le vote des Burkinabés de la diaspora et le maigre résultat à l'issue de l'enrôlement des compatriotes. Quelques 14 000 personnes se sont effectivement enrôlées de l'avis de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et l'opposition burkinabé estime que le pouvoir veut saboter le vote de la diaspora. Mais finalement, qui n'a pas joué sa partition? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le débat de presse aborde la question. Et quatrième sujet à ce débat de presse ce matin, la santé du général Djibril Bassolé et tous les mois sur son évacuation. Que disent ces médecins? Que disent la justice sur cette évacuation? On en parle dans le débat de presse, surtout que le ministre porte-parole du gouvernement estime que le gouvernement ne s'oppose pas à cette évacuation. Et enfin, dernier sujet, le coronavirus en Chine qui fait aujourd'hui 56 morts, dont un premier cas à Shanghai. Et selon ce nouveau bilan, est-ce qu'on peut estimer que la Chine a pris aujourd'hui la pleine mesure de la gravité de l'épidémie? Débat de presse aborde le sujet. Et débat de presse ce matin pour aborder ces 5 sujets. Nous sommes avec Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kindo, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être là pour le débat de presse. Deuxième invité à ce débat de presse, Abdoulaye Tao de l'économiste du Faso. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Kindo. Et bonne année. Merci à vous de même. Beaucoup de santé, moins de soucis. Et beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Troisième invité à ce débat de presse, Xavier Belemiégré de Radio Burkina. Bonjour Xavier. Bonjour Kindo. Et merci d'être là pour le débat. Et quatrième invité à ce débat de presse, Joaquim Vokouma. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonne année. Bonne année aussi. Beaucoup de santé. Meilleurs vœux surtout de paix. C'est ce dont on a besoin actuellement dans notre pays. Tout à fait. Et donc je reste avec vous, Joachim. Lundi 20 janvier, nous apprenons le massacre de 36 civils dans 2 villages près de Barsalgo, notamment Nagrao et Alamou. Et finalement, c'est un massacre de trop. Bon, pour les terroristes, ils sont dans leur mouvement, ils sont dans l'exécution de leur plan diabolique. Ils sont dans la mise en œuvre de leur projet et qui consiste à terroriser, c'est ça, terroriser. C'est-à-dire
Ce qu'ils veulent, c'est qu'à tout instant, nous ayons à l'esprit que nous pouvons être tués. C'est-à-dire que notre esprit est accaparé par la peur d'être tué, d'être blessé, d'être enlevé. C'est ça le terrorisme. Et là, ce qui vient de se passer, en plus contre des populations civiles, bon, je ne dirais pas de la lâcheté parce qu'en réalité, dire qu'ils sont lâches, c'est encore donner beaucoup plus de crédibilité ou beaucoup plus d'appréciation positive à ces gens-là. Tirer sur des gens qui sont sans défense, c'est l'acte par excellence même du terrorisme. Et bon, malheureusement, vous le disiez à l'introduction, ils s'attaquent à des civils. On voit de moins en moins des attaques contre les cibles militaires, mais je pense qu'il ne faut pas trop se divertir. Je pense que les cibles militaires ne sont pas non plus à l'abri des attaques. Et je ne suis pas sûr qu'ils ne sont pas encore en train d'élaborer d'autres stratégies pour attaquer encore les cibles militaires, puisque ce sont eux qui protègent la population. Ils savent bien que pour faire du mal, il faut bien attaquer ceux qui protègent. Donc là, sur ce point, je pense que c'est vrai que les derniers événements ont frappé beaucoup plus les civils que les militaires. Mais je pense qu'il faut garder la vigilance sur tous les fronts. Et bon, on va parler des volontaires en espérant que l'organisation de la population civile aussi va apporter un plus dans la protection des vies humaines. Oui, Paul Miki Ramba, votre analyse sur ce massacre? Non, je pense que c'est assez déplorable ce qui est arrivé lundi dans le San Matenga. C'est vrai que quand il y a des attaques de cette nature, on dit bon, on a atteint un point rouge. Et on se rend compte après, quelques jours après, qu'il y a d'autres attaques. Donc c'est pour montrer un peu l'ampleur de la situation que nous vivons au niveau donc, du Burkina et principalement dans certaines régions où les attaques terroristes sont récurrentes. Alors moi j'ai fait l'analyse que les terroristes effectivement ont jeté leur dévolu désormais sur les populations civiles après que l'on a connu depuis un certain temps, en fin 2019, une montée en puissance des forces armées qui ont réussi effectivement à déjouer plusieurs attaques terroristes, qui ont réussi quelquefois à causer également des dégâts humains durant des terroristes. Donc cela montre effectivement que la stratégie a changé. La cible la plus facile, ce sont les populations civiles qui se retrouvent soit autour d'un point d'eau, soit dans un marché. C'est assez simple, comme M. Bokouma l'a dit, c'est un peu lâche aussi que d'ouvrir le feu sur ces populations qui, a priori, n'ont rien à voir avec les éventuelles revendications des terroristes, parce que bon, ce sont les populations civiles qui ne demandent qu'à travailler et à vivre. Et cela interpelle une fois de plus l'ensemble de la population du Burkina, parce que tel qu'on voit les choses venir, ce n'est plus une question d'armement, une question d'intervention militaire, parce que quand on parle de cette guerre asymétrique, c'est-à-dire que ces terroristes peuvent vivre avec nous et peuvent commettre les exactions. Ce qui nous a été donné de voir ces derniers jours, ça montre aussi que ces attaques peuvent venir à tout moment et tout le monde peut être éventuellement une cible. Donc d'où l'importance de mon point de vue de redoubler de vigilance, de requérir la collaboration de tout le monde. Et c'est en cela, comme Bokouma l'a dit déjà, que l'on peut saluer ce projet de recrutement de volontaires, même s'il y a des choses à dire dedans. On espère aussi que la vigilance va être maintenue en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, parce que là aussi ce sont des cibles, parce que vous savez certainement que la semaine dernière il y a eu justement une attaque qui a coûté la vie à quelques soldats. Donc en même temps on a des cibles qui changent, en même temps on a des stratégies également qui changent, en même temps aussi on a des localités qui changent, parce que bon, aujourd'hui on parle de la région du centre-nord, avant cela c'était la région de la boucle de Mouroun, un peu plus tôt c'était la région du Sahel. Donc toutes les régions sont concernées par ces attaques terroristes. Donc je crois bien que nous sommes à une situation assez préoccupante et il va falloir justement que la réflexion soit beaucoup plus poussée, que les stratégies soient encore une fois de plus peaufinées et que l'on explore toutes les stratégies au-delà des questions militaires pour voir comment est-ce qu'on peut venir justement à bout de ces attaques terroristes à répétition. C'est bien dommage en tout cas ce qui arrive pour notre pays, parce qu'on ne parle que de ça depuis un certain temps. C'est la une de tous les journaux, c'est la une de tous les commentaires dans les quartiers. C'est bien dommage, alors qu'on aurait pu imaginer 2020, en tout cas une année beaucoup plus calme pour le Burkina, où on allait beaucoup plus parler de développement que attaque terroriste. C'est bien dommage. Oui, Abdoulaye Tao, comment on peut arriver à pouvoir protéger davantage ces populations civiles contre ces attaques? Parce que bon, au finish,
les populations n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive. J'espère certainement qu'au niveau de la technique, je n'ai pas le retour d'antenne, mais j'espère que tout va bien. Oui, allez-y. Non, je crois que c'est déplorable ce qui se passe. La menace est permanente et imprévisible, donc il faut qu'on s'adapte. S'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que tout le monde est dans cette dynamique-là. Il ne faut pas laisser la question de la sécurité aujourd'hui entre les mains des seules forces armées de défense. S'il n'y a pas une coalition nationale à tous les niveaux pour fédérer les efforts en termes de renseignements, tout le monde a vu aujourd'hui que si les renseignements sont bons, si le suivi des renseignements est très bon, on arrive à déjouer, à prévenir et même à résister quand il le faut, parce qu'on prend les dispositions qui vont avec. Et je crois que le tournant qu'on observe, comme mon voisin l'a dit, c'est peut-être pas un tournant, parce que ça peut être une diversion, mais ça fait très mal de voir que des populations civiles, ce qui relève même de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, soient lâchement abattus dans le cadre de leurs activités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les populations qui sont dans ces zones à la lisière là, des attaques terroristes là, et même à l'intérieur, doivent prendre, comment on appelle ça, voilà, doivent se mettre à l'esprit qu'eux aussi sont en guerre. C'est pas que les militaires doivent les protéger, eux aussi doivent être très vigilants, se protéger en fonction de lieu où ils vont. Et même quand vous êtes dans un lieu public, prendre les dispositions pour savoir en cas d'attaque, qu'est-ce que je fais pour sauver ma peau. Je pense que si tout le monde rentre dans cette dynamique, on peut prévenir et puis on peut réduire l'impact aussi des attaques. Oui, Xavier. Oui, en fait, ils ont essentiellement dit, mais je pense qu'il faut aussi reposer sur cette question des militaires de la force condamnée du G5 Sahel et éventuellement aussi de l'armée française qui nous appuie de façon sporadique lorsqu'il y a des événements de grande envergure. C'est des gens qui se déplacent en nombre important et qui viennent attaquer lâchement les civils. Alors, bon, le citoyen lambda, il se pose la question où se trouvent nos FDS. La question est bien légitime. Et je pense que de ce côté aussi, il faut qu'on intensifie les mesures qui sont prises, voilà, pour que des gens ne viennent pas assassiner lâchement des honnêtes citoyens dans un marché et repartir tranquillement. Je pense qu'au niveau de l'armée française qui nous appuie souvent, ils peuvent avoir les moyens pour aider nos forces de défense et de sécurité à la détecter et éventuellement à la neutraliser, parce que on a vu entre-temps, c'était l'année passée, on a massacré une centaine de civils. C'est vrai que les droits de l'homme, bon, pas des civils, des terroristes, les droits de l'homme ont plus ou moins, les défenseurs des droits de l'homme ont critiqué la mesure, mais il faut que on intensifie dans cette dynamique. Si des gens peuvent venir par centaines, par groupe avec des motos, c'est que quelque part, bon, on peut avec des moyens sophistiqués aussi les identifier et éventuellement savoir là où ils se trouvent et aller les traquer. Donc cette question n'est pas occultée. C'est vrai, les civils, les populations civiles doivent collaborer, mais la puissance de frappe de l'armée doit s'intensifier avec éventuellement le soutien des forces armées étrangères pour qu'on puisse vraiment les détecter et les neutraliser s'il le faut. Oui, on n'a toujours pas le retour d'antenne. J'espère que tout va bien. Oui, Tao, vous estimez que Xavier... Je suis d'accord avec lui, parce que il ne faut pas... Aujourd'hui, on a vu les limites des forces internationales. Quand c'est des attaques, il n'y a pas de petites attaques, mais quand c'est des attaques qui sont massives, où les radars de tout le monde les détectent, on est obligé d'intervenir. Mais quand c'est des gens qui se réunissent à l'espace de 10-15 minutes, parce qu'ils ne viennent pas en colonne, c'est quand ils se retrouvent, quand ils lancent l'assaut qu'ils sont en colonne. Donc ça veut dire que nous, à l'intérieur, on doit pouvoir travailler pour détecter ces mouvements suspects et informer qui de droit. Et on va arriver à l'affaire des volontaires. C'est un peu ça. Dans certains villages aujourd'hui, et moi j'ai des témoignages, les gens depuis plusieurs mois ne dorment plus. Ils veillent, les gens font la veille, ils récoltent les informations pour protéger leurs parents qui sont au village. Il y a des villages qui sont organisés. Tout mouvement suspect est signalé. Donc quand je disais tantôt qu'on doit s'organiser, on doit nous-mêmes être responsables de notre sécurité en attendant l'appui des forces de défense et de sécurité. C'est comme quand vous êtes chez vous. Si vous êtes chez vous, que vous ne vous barricadez pas, je prends l'exemple d'un ménage, que vous n'avez pas un système personnel de sécurité, vous êtes fragile. Vous êtes fragile, vous êtes vulnérable. Mais si vous avez pris les précautions de ce type et que quand
un bandit tape à votre porte, votre système d'alerte déclenche, vous nous prenez des dispositions en interne et vous informez les voisins et les forces de sécurité, là on a quand même une coalition qui se met tout de suite en place pour essayer de réduire la menace. Oui, Paul, on l'a vu également, il y a des critiques qui tendent à expliquer que pour le cas précis du San Matenga, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mener des opérations d'envergure comme ce qui s'est passé à l'est du pays ou au nord avec l'opération Otampoanou ou Ndofu, parce que bon, pour une dératisation de la zone, aucun effort n'est de trop. Aucun effort n'est de trop, vous avez raison. Je pense qu'il aurait fallu effectivement imaginer cette opération militaire spéciale et pour ne serait-ce qu'inquiéter les terroristes, parce qu'on a vu le succès d'Otampoanou dans l'est du Burkina. Évidemment, quand il y a une situation pareille où il y a cette récurrence des attaques terroristes, il faut effectivement montrer une certaine puissance de feu. En principe, c'est ce qui devait se passer. Mais bon, nous sommes que des analystes, on n'est pas dans le secret des dieux militaires, on ne sait pas ce qui se passe également dans l'homme. Peut-être qu'il y a des actions de cette nature. Sinon, on s'étonne effectivement de voir qu'il n'y a pas eu une action d'éclat des forces de défense et de sécurité pour dératiser, pour reprendre votre terme, cette région, notamment la province du Salmatenga, qui était jusque-là épargnée. Et n'oublions pas que le Salmatenga, c'est à quelques kilomètres de Ouagadougou. Donc, c'est assez inquiétant ce qui arrive. Mais je voudrais évoquer également la question de la résilience des attaques terroristes. C'est vrai que Tao l'a si bien dit, les populations s'organisent comme elles peuvent. Il y a certainement des choses qui se passent dans l'ombre. Il y a certainement des informations qui sont remontées parce que la donne a changé. Mais il y a peut-être aussi des efforts à faire au niveau de l'État central, parce que quand on prend une zone comme le Sahel, notamment la province du Soum, on a beaucoup parlé de la fermeture des écoles, on a parlé également de la fermeture des centres de santé. De plus en plus, on parle même de l'abandon pratiquement de cette localité, parce que chez nous à la radio, les gens appellent tous les matins pour dire qu'il n'est plus possible de circuler parce qu'il n'y a pas de carburant dans la ville de Djibo. On ne peut même pas se faire établir et les cartes nationales d'identité, parce que la police a levé le camp depuis de longs mois. Il n'y a pas eu de procédé pour remplacer justement et suppléer en tout cas l'absence de la police dans cette localité. On dira même que bon, au niveau des mairies qui fonctionnent encore, il y a des déficits de timbres, donc c'est pratiquement le point mort à ce niveau. Donc moi je me dis quand même que l'État central devrait faire un effort pour marquer davantage sa présence dans cette localité. Même s'il faut militariser certains services, c'est bien possible pour qu'on sente encore cette présence de l'État central, parce que ça peut décourager effectivement ces populations qui sont en train de se battre pour résister à ces attaques terroristes. Quand on se rend compte, on tourne, on voit le maire n'est pas là, le préfet n'est pas là, le haut commissaire non plus, et à un moment donné on dit ils sont à Djibo, ensuite de Djibo ils sont à Kongossi et après ils sont à Ouaga. Donc ça montre un peu qu'il faut qu'il y ait des efforts qui soient fournis pour montrer beaucoup plus l'appartenance de ces populations à l'État central. L'État central devrait faire pour en tout cas reconquérir, je pèse bien mes mots, reconquérir en tout cas sa place dans cette zone-là. Et cela pourra permettre à ces populations civiles de reconstruire leur résilience par rapport aux attaques terroristes. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et puis c'est symbolique. Oui. Vous savez que les premières attaques concernaient l'administration et l'armée. Et ça aussi, à Djibo, il y a des administrations qui ont quitté très rapidement, notamment la justice qui est partie la première. Donc ça veut dire que les citoyens, d'une certaine façon, ils sont là, mais ils ne bénéficient plus d'un certain nombre de services publics. Mais ça, c'est la situation qui oblige à cela. Mais d'un point de vue symbolique, je pense que, comme Mickey vient de le dire, l'État doit faire l'effort pour dire non, ça reste un territoire burkinabé, même si les services ne sont pas complets, mais les services minimums auxquels les populations qui y sont en droit, doivent être effectivement délivrées. Dans les circonstances qu'on sait que ça ne va pas être facile, ça ne va pas être comme à Ouagadougou, tu vas faire une queue pendant 2 heures pour prendre un service public, mais qu'on trouve un moyen d'adapter, de montrer que nous on est là, on résiste. C'est une forme de résistance aussi que de délivrer le service public aux citoyens qui sont dans cette situation et dans cette localité. Oui, deuxième sujet, on va y aller sans transition. Les députés burkinabés ont voté à l'unanimité cette semaine une loi instituant les conditions de recrutement de volontaires de défense de la patrie, et c'est pour aider à la lutte contre le terrorisme, et ces volontaires, selon la loi Abdoulaye Tao, vont être équipés d'armes légères, mais aussi auront pour rôle de pouvoir aider au renseignement sur le terrain. On se pose la question de savoir, déjà qu'on se plaint qu'au niveau de l'armée, il n'y a pas beaucoup de moyens de pouvoir les doter conséquemment.
on se pose la question de où trouveront-on les moyens de pouvoir mettre en œuvre cette loi. Bon, je pense qu'au stade où on en est, aujourd'hui la loi est là. On attend encore la mise en œuvre. Moi, les députés ont adopté la loi. C'est pas très tôt, dirait quelqu'un. Mais on attend les décrets, la partie réglementaire pour qu'elle soit mise en œuvre, soit vraiment effective. Vous avez parlé d'armes légères, mais dans la loi, moi, j'ai pas vu d'armes légères. On a dit d'équipements adaptés. Voilà, ça il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas encore s'ils vont être armés, de quel type d'armes, etc., etc. Donc ça c'est comment on appelle ça, les décrets d'application, les règlements qui vont peut-être préciser ça. Mais je pense qu'en soi, cette loi-là va combler un petit vide. On soit honnête de le dire, il y a un risque, le risque zéro n'existe pas. Et ces volontaires qu'on va recruter peuvent nous échapper, mais à partir du moment où on a des expériences d'autres pays, on doit prendre les dispositions pour que ça ne nous arrive pas. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ces volontaires, s'ils sont effectivement des patriotes, c'est pour défendre la patrie, ils vont effectivement apporter le soutien nécessaire aux forces de l'ordre. Ils vont être formés, ils vont être pris en charge d'un point de vue. On parle d'une formation de 2 semaines. Voilà, ils vont être formés, même si sommairement, ils vont être pris en charge en cas de bobo. Et si en cas de décès ils sont couverts, leur famille, il y a une prime pour cela. Je pense que l'État... Il y a aussi le mode de recrutement où ils sont recrutés au secteur, au village et au niveau secteur. de leur Ça veut dire communauté et que c'est des assemblées qui valident. Oui, voilà. On retourne presque à l'état CDR. Mais je pense que c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est de la communauté, quelqu'un qu'on connaît, c'est pas un étranger qu'on va pas. Et tout le monde, comme tout le monde se connaît par définition au village, je pense que chaque village est déjà structuré. Moi, je sais que les villages du Nord, à partir de Titao, même peut-être en revenant dans le centre ici, à ce niveau-là, certains villages sont déjà structurés. Et je pense qu'une bonne partie de ces personnes qui sont déjà volontaires sans être volontaires vont pouvoir facilement intégrer ces groupements-là pour faire le travail dont on a besoin. Oui, Joachim. Oui, bon, je pense que c'est une mesure que beaucoup attendaient. Et c'est bien que l'Assemblée nationale ait voté à l'unanimité. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Même s'il y a eu des réserves quelque part qui ont été mises par l'opposition, tous les députés présents ont voté à l'unanimité le texte. Quelque part, pour moi, c'est un signal fort aussi, envoyé aux terroristes en disant, voilà l'Assemblée nationale qui est la représentation nationale est derrière les forces de défense et de sécurité en bloc. Ça, c'est quand même important comme message. Ensuite, quand on regarde le contenu de la loi, comme ça a été indiqué, les volontaires seront recrutés dans les localités, dans les villages et les secteurs. Ce n'est pas un individu qui va venir comme ça, commencer à résider dans 2 semaines, 3 semaines. Et non. On se connaît, on sait qui est le fils de qui, et qui est le père de qui. Donc, on connaît d'une certaine manière quelle est la moralité qu'il incarne et qui est-ce qu'il est. Est-ce que c'est un exemple, quelqu'un qui est vraiment capable de se sacrifier pour la patrie? Ce sont des critères qu'au village, en tout cas là où on vit, les gens sont capables d'apprécier. Donc ça c'est important. Mais une fois qu'ils sont recrutés, effectivement, on verra dans le décret d'application, dans les détails, quelles sont les missions qui leur seront confiées. Mais je pense qu'ils ne monteront pas au front comme les FDS, mais comme l'a dit le ministre de la Défense lors du débat à l'Assemblée nationale, bon, ils seront équipés de façon à pouvoir résister en attendant que les forces de défense arrivent. Mais je pense que leur rôle sera beaucoup plus un rôle de renseignement, de l'information, en faisant remonter là où il faut des mouvements suspects ou des individus qui arrivent dans le village, que voilà, on ne sait pas qui il est et qui a un comportement bizarre. Ça, ce sont des choses qu'ils peuvent rapporter. Mais je pense qu'avec cette loi, on renvoie à tout le monde sa responsabilité d'assurer sa propre sécurité. C'est vrai que dans notre constitution, c'est bien dit clairement, c'est l'État qui assure la sécurité des Burkinabés. Mais c'est vrai, mais la sécurité de chacun lui incombe en premier lieu. Le chef de famille assure d'abord la sécurité de sa famille, avant
que la police et la gendarmerie viennent en cas d'attaque. Donc cette loi-là renvoie aussi à tout le monde sa responsabilité d'assumer sa propre sécurité. Et cette organisation-là, de mon point de vue, j'ai entendu des critiques, on a fait des comparaisons avec le Mali, mais là où, à l'étape où il y a même des expériences similaires au Cameroun et au Nigeria pour venir à bout de Boko Haram. Oui, même en Algérie, ça a été le cas. Le GIA a subi des revers dans certains villages parce que les villageois se sont organisés sans même attendre que l'État arrive. Donc, si les gens prennent leurs responsabilités pour assurer leur propre sécurité, bon, on verra au bilan ce que ça va donner. Mais moi, j'étais à l'Est il n'y a pas très longtemps, où des gens m'ont expliqué qu'eux, ils n'attendaient que ça. Et m'ont dit que... Il y avait déjà des prémices d'organisation sur le terrain. Ils sont déjà organisés et que ce qui leur manquait, c'était les moyens de défense. Et que bon, très rapidement, en tout cas, ils me disent qu'ils pourront être opérationnels. Assurer leur propre sécurité. Oui. Et Xavier? Alors, Kindo, je pense que là où il faut insister, c'est la moralité, l'intégrité de l'Assemblée générale d'abord qui va statuer sur le recrutement de ces jeunes. C'est très important parce que dans les villages, on est beaucoup infesté par des politiciens qui ne sont pas forcément de bonne moralité. Est-ce que ce serait l'imam du quartier, le catéchiste? Est-ce que c'est le chef du village qui va présider la rencontre? Il y a des citoyens qui estiment qu'il faut confier ça aux sages. Justement, donc il faut insister. Âgées. Je pense qu'il faut que le ministère insiste beaucoup sur la qualité des hommes qui vont présider l'Assemblée générale élective ou élective donc de ces volontaires. Et éventuellement, parmi ces volontaires aussi, il faut insister sur l'intégrité des hommes, parce qu'aujourd'hui la jeunesse est minée par beaucoup de mots. Il y a le chômage, il y a la précarité qui est là. Il ne faut pas que des gens aient derrière la tête qu'il faut peut-être venir pour avoir l'argent, s'acheter la moto ou bien construire sa maison. Ce n'est pas ça qu'il faut mettre devant, c'est l'intégrité, la défense du territoire. Si ces prémices sont levées, je pense que, comme les autres l'ont dit, les gens n'attendaient que ça. Au niveau village, en tout cas, les gens attendaient l'arrivée de ces jeunes volontaires. Le jour même du vote de la loi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil où les gens se demandaient est-ce que on fait les inscriptions tout de suite que ça se passe. Voilà. Oui, ça veut dire que dans les villages, même dans les villages où il n'y a pas d'attaque, les gens sont mobilisés. Pour voir si, en tout cas, si l'organisation vient chez eux, ils vont s'enrôler pour vraiment défendre la patrie. Donc, insistez beaucoup sur la qualité des hommes, parce que si on est infecté à ce niveau, ça va être difficile. Vous imaginez si les terroristes arrivent à infiltrer ce recrutement, c'est difficile. Si l'ennemi arrive dans la maison, on est foutu, entre guillemets. Donc, je pense que si on insiste sur la qualité des hommes qui vont recruter et sur la qualité des jeunes qui seront déployés sur le terrain avec, prenant le cadre de la formation et de l'équipement, moi je pense que ce n'est pas très essentiel de mon point de vue, parce que si les gens sont allés se former pendant des années et ils sont venus les détruire en une fraction de seconde et puis récupérer le matériel, ce n'est pas ces jeunes volontaires qui pourront faire face vraiment à la guerre. Donc les questions de formation et de l'équipement, c'est subsidiaire de mon point de vue. Il faut insister sur la qualité des hommes, parce que ce qui va compter ici, c'est le renseignement, c'est les informations qu'il faut donner, au niveau village et éventuellement au FDS pour anticiper les choses. Oui, Paul Mikiramba, vous posez également ces mêmes réserves? Oui, alors moi j'ai pas mal de réserves également, comme Xavier, mais je voudrais commencer par saluer, en tout cas, comme l'a dit Bokuma, le fait que c'est une loi qui a été votée à l'unanimité des députés. C'est un signal fort. Ils étaient 122, il n'y a pas eu d'abstention, il n'y a pas eu de vote contre. Ça, c'est un bon signal que l'on donne. On montre un peu que malgré les différentes couleurs politiques, on peut donc se retrouver lorsque la nation est menacée. Maintenant, l'autre côté également, je me réjouis du fait qu'on a déjà donné des directives en ce qui concerne le mode de recrutement de ces volontaires. Les autorités morales locales seront impliquées. On dit également que le recrutement sera chapeauté par les différentes régions militaires. Ça, c'est suffisamment bien en termes d'encadrement de ces jeunes-là. Mais moi, j'ai un certain nombre de réserves, effectivement, puisque vous savez que tout ce que l'on a dit ici, même à l'Assemblée nationale, le débat a été épuisé sans doute pour que le vote se fasse. Mais tout est théorique pour le moment, parce qu'on ne fait que des spéculations.
on peut se tromper, nous sommes des humains. Alors, donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'espère bien que la loi va prévoir effectivement qu'on ait des réaménagements au cas où on se rend compte qu'au contact du terrain, c'est pas ce que l'on avait prévu par la théorie. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des risques par rapport à ces volontaires. Il y a des risques que ces derniers se lancent dans des règlements de compte. On sait comment les choses se passent au village. Il ne faut pas qu'un volontaire, parce qu'il a l'arme du peuple, va abattre son voisin parce que c'était son rival pour venir présenter là comme étant, voilà, comme le cas de Kolwego, après venir dire que c'était un terroriste. Ça, c'est un premier niveau de risque. Ensuite, on peut avoir bien évidemment des risques de bavure parce que quand on est en guerre, il y a des erreurs qui peuvent se commettre et on sait également que quand il y a ce genre de situation, si on vient interpeller le volontaire du village, les gens vont se lever pour dire non, on ne doit pas l'interpeller parce qu'il y a ici et ça. On sait comment les choses se passent au village. Donc si tu aussi... le volontaire est un complice. Oui, il peut être un complice. Maintenant, s'il a été interpellé par la justice parce qu'il a commis une bavure, on peut avoir une certaine résistance également de la population. Je prends le cas de Kolwego de Boulsa, qui sont levés contre leur chef qui a été, contre l'arrestation de leur chef qui a été interpellé dans le cadre du dossier Yirougou. Ça se passe comme ça au milieu villageois. On est toujours aux antipodes des règles du droit. Il y a même les risques de radicalisation avec ces volontaires, même si on dit que tout sera mis en œuvre pour qu'on ait un certain niveau de moralité et pour qu'il y ait un certain niveau de probité des enquêteurs, des volontaires, on peut avoir justement ces dangers-là. Ensuite, lorsque on va donc constater que l'on a atteint un certain niveau de sécurité dans le village. On peut donc procéder à la démobilisation, comme cela a été dit maintenant. Et que deviendront-ils finalement s'ils sont démobilisés, s'ils sont désarmés? On sait effectivement qu'au Burkina, la question du chômage est telle que quand on commence quelque chose, on ne veut pas arrêter. Je prends l'exemple sur le VADS. À un moment donné, on a voulu rompre les contrats. Ça a créé des grincements dedans parce que les gens voudraient rester dedans toujours. Donc on est toujours dans ça. Maintenant, l'autre aspect que je voulais évoquer, c'est que le volontariat tel qu'on l'a présenté ici, ça doit partir sur la base de l'engagement de l'individu. C'est-à-dire, comme vous avez expliqué, quelqu'un qui est dans son village, il aime bien son village, il voit que les terroristes viennent s'aimer la terreur dans son village, il est animé d'une certaine volonté de défendre son village. Si c'est ça, on se comprend très bien. Mais on sait aussi que nous sommes dans un pays qui est laminé par le chômage. Est-ce qu'il s'agira de personnes qui vont réellement pour défendre les patries ou bien il s'agira de personnes qui vont justement pour tenter de se faire de l'argent parce qu'il y a quand même quelques subsides à récolter dans cela. Donc tout ça, ce sont des questions que l'on peut être amené à se poser. Alors la loi a été votée, les décrets d'application certainement vont suivre. On aura donc les détails de la mise en œuvre de cette loi. Mais moi j'insiste sur un fait, si on constate qu'on s'est trompé, il faut que la loi prévoie également des mesures pour faire machine arrière, pour recadrer les choses parce que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est vraiment de la théorie. Comme on le dit chez les militaires, le terrain commande la manœuvre. Si on se rend compte qu'on s'est trompé, il va falloir justement que cela soit recadré vite plutôt que de laisser 6 mois, 1 an. Et puis bon, c'est une crise qui peut également naître parce qu'on a des bons exemples, certes, dans certains pays, mais on a des mauvais exemples également, comme c'est le cas au Mali, où les volontaires sont retournés contre Bamako. Et il faut éviter justement que l'on crée une nouvelle crise dans cette crise-là. Donc j'ai foi que les choses vont bien se passer, mais il faut vraiment être prudent de mon point de vue parce que on se connaît très bien au Burkina. Oui, et Abdoulaye Taou, sauf qu'également, on sait quand est-ce souvent ces crises commencent, mais nul ne peut présager de sa fin. Donc on y est installé pour combien de temps, nul ne saura le dire. Ça, c'est le gros point d'interrogation. Et justement, vous voyez que même l'administration publique est montée en crescendo. À un moment, on n'avait pas de budget pour équiper nos forces de défense. Aujourd'hui, on est en train de... Tout le monde est d'accord qu'il faut donner les moyens nécessaires. À un moment, on a dit que le renseignement était très faible. Il fallait renforcer ses capacités. On est dans cette dynamique. Donc, on va s'adapter. Tant que la menace sera persistante, on va se donner les moyens de la contenir et puis aussi carrément de l'éradiquer. Mais si on regarde chez les voisins, il y a quelqu'un qui dit que quand ça commence, au début des premières frappes, nous on a reçu un invité qui nous a dit que bon, que vous êtes parti pour au moins 10 ans. Hein. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit partout où ça a déclenché, c'est parce que c'est un truc qui va aller très lentement monter en puissance et puis après quand il est contenu, il faut dératiser. Et ça aussi, ça prend du temps. Il faut désarmer même les esprits, ça prend du temps. Donc,
personne ne saurait dire aujourd'hui quand est-ce que ça va finir. Oui. Je voudrais réagir par rapport aux volontaires eux-mêmes, parce qu'on n'a pas encore dit clairement comment ils seront présentés, est-ce qu'ils seront tenus ou pas, est-ce qu'ils seront identifiés comme tels dans un village. Forcément il faut, parce que Ils ont dit qu'ils n'ont pas de tenue. ils n'ont pas de tenue, mais il faut qu'ils soient quand même connus du village, ça c'est clair, puisque dans un village donné on a besoin de savoir qui est volontaire, Moi, qui je est suis tenu, contre etc. ça. Mais Moi je suis c'est contre ça, parce Oui, que, non, parce que si vous faites ça, tout à fait. si vous faites ça, ils deviennent des cibles. Oui, c'est là où je voulais en venir, Et ils ne peuvent plus travailler. Oui, il termine son... Justement, c'est là où je vais en venir. S'ils sont connus comme étant des volontaires, ils deviennent forcément des cibles, parce que les terroristes également, par représailles, peuvent s'en prendre à eux. Mais l'autre côté également, s'ils ne sont pas connus, il souffrait que les villageois se méfient également. On ne sait pas qui est volontaire, qui ne l'est pas, on ne sait pas qui est terroriste, qui ne l'est pas. Donc c'est un couteau à double tranchant. Je pense bien que la loi ne précise pas tout cela, mais c'est pour ça que j'ai dit il faut prendre certainement les choses avec des perceptions. Je suis d'accord avec Taoul déjà que ce n'est pas des gens qui doivent être identifiables facilement comme étant des volontaires, parce que lorsqu'il y a un représailles dans un village, ils seront les premières cibles si vous tenez l'arme, et que de façon ostentatoire dans les villages que c'est vous qui êtes involontaire. Et puis bon, Mais déjà que l'Assemblée, il y a une Assemblée générale désignative. Voilà, donc ça veut dire qu'ils seront connus par le village, c'est parce que par le village, ils seront connus par le village. Donc il faut peut-être trouver également des mesures pour procéder à leur protection, parce que c'est le danger. Là-dessus, je voulais dire quelque chose. C'est tellement... toutes les mesures préventives là ne sont pas de trop. Toutes les mesures que Mickey a énumérées ne sont pas de trop. Mais je pense qu'on est dans une situation où chacun parle de son terroir. Chacun parle de chez lui. Donc c'est aux citoyens, aux résidents de ces localités-là, de savoir faire confiance à qui ils vont élire. C'est-à-dire qu'au village, je pense qu'au village, on connaît les réputations de chacun. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est opération CDR. Si tu montes sur la table, bon, on saura qui tu es. Si c'est au village en tout cas. Le problème, c'est que s'ils sont connus par le village parce qu'ils sont d'une certaine probité, ils sont également connus par les éventuels terroristes. Non, mais je veux dire, tout dépendra de la suite. Effectivement, les désignations, telles qu'on a dit, vont se faire de façon, j'avais dit presque... On ne sait pas encore, ça va être public. Attendons les décrets. Ça va être public ou pas, discret. Par exemple, les coroléraux, c'est quand ils sont en tenue qu'on sait qu'ils sont coroléraux. Sinon, quand il est chez lui à la maison, tu ne sais pas qu'il est coroléraux. Donc, je pense que les villageois vont... C'est à eux aussi d'être inventifs, d'ajouter un peu leur savoir-faire sur ce dispositif-là pour se prémunir. Tout à fait. Oui, la loi ne peut pas tout résoudre. Oui, Xavier, on va évoluer avec le troisième sujet, notamment l'enrôlement des Burkinabés de la diaspora. Finalement, pour... je crois 2 millions d'électeurs attendus. Résultat des courses, on est à quelques 14 000, voilà, même pas 15 000. C'est une déception. Le président de la Commission électorale nationale indépendante l'a relevé, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, moi, je pense que je situe la responsabilité à 3 ou bien à 4 niveaux. D'abord, au niveau des partis politiques. Parce que pour conquérir l'électorat, il faut un travail de fond. Voilà. Je pense que les gens se sont limités à ces querelles au niveau de l'Assemblée. On a tergiversé beaucoup sur les insuffisances de la loi, sur le fait qu'il fallait déployer les kits dans les localités très reculées, alors que les gens savent objectivement que c'était un point difficile, et ils n'ont pas fait le travail de terrain. Donc à l'actif de les partis politiques de la majorité comme de l'opposition ou des autres partis, les gens n'ont pas fait le travail de sensibilisation pour convaincre les électeurs que pour inverser la tendance ou bien pour faire perpétuer une chose, il faut le vote. Voilà, s'il s'agit de dire, faire le bilan négatif de quelqu'un, les gens sont très prompts à le faire. Et s'il s'agit aussi d'inventer, de faire les éloges, voilà, de quelqu'un, ils sont prompts à le faire. Mais convaincre l'électeur... Plus qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, on l'a vu, il y a eu des meetings qui ont rempli des stades, voilà, des partis politiques du Burkina. Et le discours était beau, convaincant, les gens ont applaudi. Mais quand il s'agit de convaincre quelqu'un de faire un déplacement pour s'enrôler, c'est difficile. Quel est ce langage des partis politiques qui n'ont pas pu tenir? Deuxièmement, au niveau de la CENI, je pense que la communication n'a pas été suffisante de mon point de vue, parce que si vous voyez, c'est
c'est en septembre, hein, pratiquement, que les choses ont commencé à bouger avec le recrutement. Voilà. Mais quelle est cette campagne médiatique qui a été faite par la CENI elle-même au niveau des Burkinabés de la diaspora? Bon, je ne pense pas avoir en tout cas entendu. Mais le président du Faso, à chaque visite à l'extérieur, rencontrait les Burkinabés de l'extérieur et il en parlait. Moi, donc je pense que ça, c'est pas on suffisant. peut avoir des informations La CENI devrait aussi mener sa campagne médiatique pour amener les gens à s'enrôler. Et aussi au niveau de la diaspora. Vous avez vu le forum de la diaspora qui a eu lieu ici, on les a entendus. Ils sont venus de plusieurs pays. Les gens ont exprimé leur fierté de voter. Il y a même une association créée à la In Extremis Dia Faso. Ils ont même fait des simulations pour dire si un Burkinabé de l'étranger paye 1000 francs, ils sont combien? Si c'est des milliards qu'ils peuvent récolter en moins de... Voilà, pour investir dans des projets de développement. Mais tout cela, c'est des théories. Alors, on vous dit de vous mobiliser pour voter. Quel est le travail de terrain qui a été effectué par ces multiples associations, parce qu'ils sont nombreuses, hein, ces associations au niveau de la diaspora, que ce soit en Côte d'Ivoire. Si vous voyez dans chaque quartier, il y a au moins une association. C'est le responsable associatif là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que la citoyenneté là, lorsque vous êtes ici, vous partez là-bas, le premier problème qu'ils posent, c'est le vote. Pourquoi on ne vote pas? Pourquoi on ne vote pas? Alors qu'ils savent que pour voter, il faut s'identifier, il faut s'enrôler. Je pense que ces leaders associatifs là aussi devraient faire le travail de terrain pour convaincre les Burkinabés afin qu'ils sortent, parce que l'enrôlement, c'est la première étape. Bon, les gens vont revenir sur le fait que les sites sont éloignés, voilà, sur le fait qu'on n'a pas positionné là où il y a beaucoup plus de Burkinabés, mais la loi est votée, il faut faire avec. Les gens sont conscients qu'on ne peut pas déployer, par exemple en Côte d'Ivoire, c'est 4 sites qu'ils ont identifiés, si je ne me trompe pas, c'est insignifiant. Mais avec le nombre d'électeurs qu'on a pu enrôler, moi je pense que c'est encore insignifiant. Il faut que les gens redoublent d'efforts. Les gens n'ont pas travaillé, il faut avoir le courage de le dire, et c'est à tous les niveaux. Les partis politiques, la CENI, la diaspora, les gens n'ont pas travaillé. Et les journalistes également. Mais les journalistes, il faut leur permettre de sortir pour faire leur travail. Nous, on n'a pas été associés, il faut le dire. Donc on ne peut pas faire autrement. Oui, bon, moi je suis personnellement, je suis très déçu par le résultat qui a été présenté par le président de la commission électorale. Je suis déçu d'autant que je fais partie de ceux qui ont milité pendant des années pour que les Burkinabés de la diaspora puissent voter. Effectivement, lorsque le président venait en mission, on posait la question. Pourquoi? Parce qu'on a des Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Guinéens qui votaient. Et nous, on votait. Je dis nous parce que bon, j'étais beaucoup plus dans la diaspora que dans le temps que maintenant. Donc cette loi-là, qui a été votée en 2009, est finalement entrée en application cette année. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion pour la diaspora de montrer effectivement que c'était un besoin réel de pouvoir s'exprimer. Et je suis surpris de la faible mobilisation. Il y a plusieurs explications, il a avancé quelques idées. Effectivement, il y a le lieu d'enrôlement. Le texte dit que c'est dans les ambassades et les consulats généraux. Il y a des pays, bon, pour l'Europe que je connais, pour la France que je connais, c'est à Paris. Bon, quelqu'un qui est à Marseille ou à Lyon ou à Nice ou à Lille, il faut débourser à peu près 300 € pour faire l'aller-retour pour l'enrôlement. Ce n'est pas évident, et puis c'est arrivé dans un contexte où il y a beaucoup de grèves dans les transports publics. Voilà. Donc ça complique beaucoup les choses. Mais je pense que même ceux qui sont, par exemple, dans la région Île-de-France, s'ils se mobilisaient déjà, ils pourraient dépasser facilement au moins les 500 ou 600 inscrits. D'ailleurs, je note qu'il y a un appel à une mobilisation. Peut-être que le dernier jour, c'est aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont peut-être essayer de sauver la face au dernier moment. Mais moi, j'insiste, c'est quand même une responsabilité de chaque citoyen de dire, voilà, j'ai revendiqué, je vais faire l'effort pour aller m'inscrire et puis aller voter. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que, vous savez, il y a des gens qui disaient, c'est pas la peine que ces gens-là votent, ils ne vivent pas ici, ils ne connaissent pas la réalité de Burkina, c'est pas la peine de gaspiller de l'argent pour eux. Là, effectivement, ça donne raison à ces détracteurs-là pour dire, voilà ce qu'on vous avait dit. On a gaspillé de l'argent pour rien, ça ne les intéresse pas. Et je suis un peu peiné parce que bon, ce gouvernement a quand même fait beaucoup de choses. Il a évoqué le forum de la diaspora. Il y a eu d'abord un secrétariat d'État chargé des Burkinabés de l'extérieur qui est devenu un ministère plein.
donc qui travaillent, il y a les actes du forum qui sont en train d'être mis en œuvre, donc il y a quand même du travail qui est fait pour associer la diaspora. Je suis déçu que il ne soit pas au rendez-vous pour ce vote, et c'est quand même c'est très dommage. Oui, Abdoulaye Taro, déçu également. Moi, je suis très déçu. Parce que le quartier où moi j'ai vécu, on pourrait facilement avoir 1000 ou 2000 ou 3000 Burkinabés. On est en Côte d'Ivoire. Oui. Et ça, ce n'est qu'un petit quartier. On l'appelle même Moussikro. Donc, moi, je suis très déçu. Oui, c'est le débat Facebook là. On a fait un très mauvais diagnostic. Parce que le débat est parti. Est-ce qu'on connaît bien notre diaspora? Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on connaît bien notre diaspora? Est-ce qu'on connaît son niveau d'engagement vis-à-vis de la patrie? Parce que moi, j'ai vécu à l'étranger. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, on a pratiquement des binationaux. Sur les 2 millions là, l'État n'a pas compté. Vous avez compté que des Burkinabés. Les 2 millions, c'est que des Burkinabés. On a des binationaux. Il y a des gens aujourd'hui, je m'excuse de le dire, mais qui ne sont pas prêts à aller voter, se montrer au bureau de vote voter. Parce qu'ils aspirent aussi à voter en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup qui votent en Côte d'Ivoire, qui ont la double nationalité et qui votent. Les 2 millions dont on parlait, par exemple, de résidents en Côte d'Ivoire, vous voyez que tous ces gars-là sont potentiellement... moi, je pense qu'il y a une erreur de diagnostic qu'on a fait. Et ça, c'est les politiciens qui nous ont emballés dans cette histoire. Parce que chacun devrait savoir où se trouve sa souche électorale, faire le meilleur diagnostic possible, argumenter, et puis on va mettre l'argent public dedans. Moi, je trouve qu'on a fait du gaspillage. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est même pas la peine de prolonger la révision, enfin, l'enrôlement là-bas. Parce qu'on a 15 000. On ne peut pas avoir 15 000. En une semaine, entre le 22 et aujourd'hui, on ne peut pas avoir 15 000. Les gens ont eu 2-3 semaines pour le faire. Ce n'est pas en une semaine qu'on va doubler ce chiffre. Et moi, je pense que ça ne va pas être possible. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a qu'à se concentrer. La loi est là. C'est un acquis. Il y a un dispositif qu'on a mis. Il n'a pas marché. Je suis d'accord qu'il n'a pas marché. Les partis politiques sont responsables. La CENI aussi doit s'interroger sur les délais qu'il a mis pour sensibiliser les gens, informer les gens. Mais plus les partis politiques, moi j'estime, sont responsables de ce fiasco. Parce que c'est eux qui font la pêche aux militants. Hein. La pêche aux militants. Mais mon ami n'est peut-être pas d'accord avec moi. C'est vrai que le vote, c'est quelque chose de citoyen, c'est quelque chose d'individuel. C'est ton niveau d'engagement. Donc c'est aux citoyens de faire l'effort d'aller s'inscrire. Mais je pense que moi, en tant que parti politique aussi, j'ai besoin du vote de ce citoyen-là et je dois le mobiliser, quelle que soit la forme, pour que le gars s'inscrive, pour qu'il puisse voter pour moi. Si ça, on ne le fait pas, aussi, il y a un problème. Je voulais juste apporter une précision, parce qu'il y a eu un petit cafouillage quand même entre la CENI et l'ONI. C'est-à-dire qu'au moment où on devait lancer le processus d'enrôlement, il y avait en même temps, c'était le moment aussi de faire les cartes d'identité. On a lancé le processus et au niveau de la... Vous savez que la loi dit que c'est dans les ambassades et les consulats. Et moi j'ai appelé le président de la commission en France, il disait on devait aller à Lyon, mais la loi ne nous permet pas. Il se trouve que c'est mercredi passé qu'il y a eu la révision à minimum justement, qui permet justement de trouver d'autres lieux plus proches des Burkinabés. Donc c'est comme si on a, enfin, on s'y est pas préparé ou on a fait exprès, comme l'a dit l'opposition, qui estime que le pouvoir, En fait, c'est vrai. À mon avis, il y a beaucoup de raisons qui expliquent effectivement ce fiasco, mais je rejoins Tao pour dire que la première raison, en tout cas de mon point de vue, c'est le manque d'engagement de nos compatriotes de la diaspora. On a fait certainement un mauvais diagnostic. On a pensé que, en écoutant quelques activistes politiques qui étaient sur les réseaux sociaux, on a pensé que la diaspora burkinabé était fortement mobilisée par rapport à ces élections. On s'est trompé, il faut qu'on ait le courage de le reconnaître. Mais au-delà de cela, il y a eu quand même d'autres raisons, notamment le lieu de vote. Je pense que beaucoup de gens l'ont dit. Il aurait fallu justement que l'on attende peut-être la révision du code électoral avant donc de procéder à l'enrôlement, parce que la CENI s'est contentée de respecter les textes. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait eu le dialogue politique au Burkina. À l'issue du dialogue
dialogue politique, il y a un consensus qui s'est dégagé sur la possibilité d'aller au-delà des ambassades et des consulats généraux. Peut-être qu'en entendant le vote de la loi, on aurait pu prendre une directive ou quelque chose comme ça. Je pense bien que une ordonnance, Newton Barry l'a expliqué à un moment donné, pour permettre en tout cas à la CENI de se déployer au-delà des ambassades et des consulats généraux. N'allez pas demander à nos compatriotes dans les pays qui délaissent leur travail pour aller faire une histoire d'enrôlement où ils n'ont pas leur intérêt immédiat. Il ne faut pas qu'on se trompe. Quand on prend l'exemple de Côte d'Ivoire, on parle d'un quartier qu'on appelle Mossikoro. Voilà. Pourquoi la CENI n'irait pas là-bas? C'est-à-dire si par exemple on avait déposé un bureau d'enrôlement là-bas, on aurait pu avoir meilleurs résultats. On a écouté le président de la Commission électorale nationale indépendante, il a expliqué que la CENI a fait sa partition. Voilà, en respectant les textes, la CENI ne pouvait pas aller au-delà de ça. Deuxièmement, on écoute le gouvernement qui s'est contenté de mettre l'argent pour qu'on puisse avoir le vote des Burkinabés de la diaspora. On écoute les partis politiques qui sont allés faire des meetings pensant que les gens allaient se mobiliser comme ils l'ont fait pour les meetings. Donc chacun est resté dans son carré là, il a fait ce qu'il pouvait. Il n'y a pas eu une coordination pour qu'on ait une certaine synergie, pour qu'on ait beaucoup plus d'engagement de nos compatriotes. Mais au-delà de ça, on a également la question du document. C'est vrai que la CENI a fait un effort, non pas la CENI, l'ONI, l'Office national d'identification a fait un effort. En 2019, ils sont allés faire des opérations spéciales de délivrance de CNIB. Quand on prend le cas rien que de la Côte d'Ivoire, l'ONI nous informe qu'il y a eu plus de 4800 CNIB qui ont été établis en 2019. Après 2 semaines d'opération. Après 2 semaines d'opération. Donc ça veut dire que, voilà, ça veut dire déjà que bon, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est plus que ce qu'on a récolté en termes de personnes enrôlées en Côte d'Ivoire. Donc il faut le reconnaître. On a eu que 2800 et quelques personnes enrôlées en Côte d'Ivoire, alors que déjà l'opération de l'ONI a permis d'avoir 4800. Donc c'est pour dire quand même que les gens étaient beaucoup plus intéressés. Si on prend l'exemple de l'ONI, l'ONI n'avait pas obligation de rester dans les ambassades et les consulats, mais la CENI avait cette obligation de rester. Donc ne demandez pas aux gens de dépenser autant d'argent pour faire des voyages, aller se faire enrôler, et puis ensuite il faut faire le même trajet pour donc aller administrer les votes. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut raisonnablement s'interroger sur la nécessité justement de se voir des Burkinabés de la diaspora. C'est vrai, on a dit que c'était une première, c'est bien, on a commencé depuis 2009 à essayer ce vote des Burkinabés de la diaspora, ça a été reporté jusqu'en 2020, c'est bien déjà, mais peut-être qu'il aurait fallu commencer par des pays tests. On en a pris jusqu'à 22. La loi dit, quand il y a 500 inscrits sur les fichiers de l'ambassade, on peut déposer, donc on peut en faire un lieu de vote. Donc on en a 22 aujourd'hui. C'est quand même trop. Quand on prend certains pays, on se retrouve à 92. Ne dites pas que des commissaires de la CENI sont partis de Ouaga. Prendre l'avion pour aller enrôler ne serait-ce que moins d'une centaine de personnes, c'est quand même dérisoire. Aujourd'hui, quand on nous dit combien ça nous coûte le vote des Burkinabés de la diaspora, on divise ce montant par les 14 000 qu'on a. On verra combien il coûte un Burkinabé de la diaspora par rapport au vote. Et n'oubliez pas que les mêmes efforts seront fournis pour l'administration du vote. Là, on n'est qu'à l'étape de l'enrôlement. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense pour récolter de tels résultats. Je pense bien que c'est assez dérisoire. Si on avait concentré tous les efforts sur un pays ou deux, la Côte d'Ivoire ou le Ghana par exemple, on aurait peut-être eu de meilleurs résultats plus que les 14 000 que l'on a aujourd'hui. C'est quand même dommage et je pense que... Mais la loi ne fait pas la distinction. Oui, mais on peut trouver des paramètres. C'est vrai que la loi le dit, mais on peut raisonnablement se poser la question. Le système qu'on a mis, on ne le maîtrise pas et on ne maîtrise même pas les Burkinabés. Moi, je pense que si on veut des bons résultats, il faut trouver la meilleure méthode de le faire. C'est vrai qu'un projet pilote, je ne sais pas si c'est valable en élection, mais déjà, avant ce vote-là, on aurait dû prendre le temps, depuis 2009, là, de s'assurer que tous les Burkinabés peuvent disposer de CNIB. Tout à fait. Donc, un travail préalable devait être fait. On va essayer d'évoluer. On me signale qu'il nous reste 5 minutes. Et je vais peut-être demander 5 autres minutes pour qu'on puisse rapidement évoquer le dernier sujet qui n'en est pas le dernier. Xavier, la santé du général Djibril Bassolé, tous les mois qu'on voit autour de son évacuation, le ministre porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandinou, estime que le gouvernement n'est pas opposé à son évacuation. Et finalement, quand on voit tout ce témoin sur les réseaux sociaux et dans la presse, on se demande pourquoi le silence de ces médecins ou pourquoi le silence de la justice. Bon. C'est quand même un prisonnier. Oui, bon, je pense que d'abord il faut déplorer le fait que sa dignité ou sa vie privée ait été violée, de mon point de vue, même par les médias traditionnels, parce que ça s'est relayé au niveau des réseaux sociaux. On a vu certaines
certains de nos confrères même qui ont repris ça dans leurs médias. Moi, je pense que c'est de trop. Voilà, pour une question de vie privée, on ne devrait pas aller jusqu'à ce point. Mais ça a servi aussi d'appendice pour certains partis politiques, de mon point de vue, qui s'en ont servi pour plus ou moins victimiser le pouvoir en place. Parce que je pense que si c'est à incriminer, il faut beaucoup plus indexer la justice. Voilà, les gens se sont beaucoup battus pour que la justice soit indépendante. S'il y a quelqu'un qu'il faut incriminer dans ces témoins, parlant des acteurs politiques, il faut peut-être vous adresser à la justice. Est-ce que les règles judiciaires actuellement permettent qu'on l'autorise à aller se soigner à l'extérieur? La question devrait beaucoup plus se poser à ce niveau. Vous voyez, le porte-parole du gouvernement a vite fait de balayer ça du revers de la main en disant que ça ne relève même pas de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement ne s'y oppose pas. Si c'était une question diplomatique, là, on pouvait voir si l'ambassade de Paris ou du ministère des Affaires étrangères ici pouvait coopérer pour son évacuation. Mais c'est une question judiciaire. Je pense que la justice, l'objectif, c'est d'humaniser un peu la société. Si on est dans une situation où on sent qu'il y a un problème au niveau de la société, je pense que la justice doit prendre ses responsabilités pour qu'on puisse aller se soigner à l'extérieur. Mais beaucoup de politiciens s'en ont servi. Donc, de votre point de vue, on a trop politisé l'affaire. Voilà, fallait peut-être demander la justice de faire le travail. Abdoulaye Tao. Effectivement, je pense que c'est de la nourriture pour certains, j'allais dire activistes ou propagandistes politiques, mais je pense que ce débat est très indécent. Nous, par exemple, on n'en a pas parlé dans notre média. Depuis que les gens en parlent, on n'en parle pas, parce qu'on estime que, c'est vrai, c'est un prisonnier, son aspect prisonnier m'intéresse, mais aujourd'hui, s'il est malade, ces médecins discutent avec l'administration pénitentiaire, on trouve les solutions adaptées à sa situation et on le soigne. À partir du moment où il est prisonnier, on est obligé de tenir compte de sa situation sanitaire et de le soigner. Si on doit l'évacuer, il y a un avis médical qu'on donne. S'il y a les moyens à mettre en œuvre, on met les moyens en œuvre. Je pense qu'il faut que, peut-être aussi que les gens ne nous disent pas la vérité dans ce dossier. Pourquoi on n'arrive pas? Il est déjà allé une fois, je crois. Oui, en Tunisie. Mais si c'est nécessaire, pourquoi on ne le laisse pas partir? Effectivement, l'administration judiciaire doit sortir et puis nous dire quelque chose. Parce qu'on a l'impression que c'est la justice qui bloque le départ de M. Bassolé pour aller se soigner. Mais s'il y a un problème dans les procédures, qu'on expose, en ce moment les gens sauront, voilà le problème, il faut le résoudre. Mais personne ne nous en dit plus. Et tout le monde dit non, on refuse, on refuse. Pourquoi on refuse? Personne ne nous dit officiellement pourquoi c'est difficile de... Oui, je pense simplement qu'il y a 3 personnes morales qui sont engagées dans ça. La première, c'est peut-être le médecin traitant du général Bassolé, et à ce niveau, les choses sont claires. Le certificat dit clairement qu'il a besoin de soins appropriés au-delà du Burkina, donc évacuation. Deuxième personne morale, c'est la justice du Burkina. Je pense que beaucoup de gens l'ont dit. Il est dans les liens du tribunal militaire. Il est question effectivement d'autoriser. Maintenant, contrairement à ce que vous avez dit, le gouvernement également a un pied dedans, parce que, rappelez-vous, la première évacuation était organisée par le gouvernement. Il est parti de Ouagadougou avec son médecin traitant, des gendarmes qui l'ont escorté jusqu'en Tunisie. Il est allé se faire soigner. Et après, on nous dit qu'il n'a pas été dans un hôpital approprié, parce que c'est ce que dit la famille de Bassolé. Maintenant, aujourd'hui, il est question d'organiser son évacuation. Selon certaines informations aussi, son passeport diplomatique lui a été retiré, ça c'est certainement normal, mais son passeport ordinaire, il a des soucis pour l'obtenir, ne serait-ce que pour pouvoir organiser ce voyage. Là, cette fois-ci, il a dit clairement qu'il a les moyens d'aller lui-même se faire soigner. Donc, on attend que les autorisations pour pouvoir permettre cela. Maintenant, l'un dans l'autre, je crois simplement, comme l'a dit Tao, c'est vrai, on a une question de justice, mais également une question de santé. D'ailleurs, les questions de santé sont prises en charge par les questions de justice aussi. Il faut simplement permettre à Djibril Bassolé d'aller se soigner et puis revenir prendre sa place à la MACA. Pas plus compliqué que ça. Jacques, voilà, il y a 2 choses. Mickey l'a évoqué. Il y avait 2 conditions. Il y a une condition politique. Ça a été levé. Le porte-parole l'a dit, le gouvernement n'est pas opposé à son évacuation, à ce qu'il aille se soigner à l'extérieur, d'autant que c'est à ses frais. Maintenant, il y a un autre blocage qui est au niveau de la justice militaire. Contrairement à ce que les confrères ont dit, il n'a pas le sésame. Pour l'instant, il n'a pas le sésame. Et le rendez-vous qui a été pris le 29 janvier, là, je ne sais pas quand si ce rendez-vous sera respecté, parce qu'il faudrait peut-être que d'ici début de la semaine, que le tribunal militaire décide effectivement de lui signer le bon de sortie pour qu'il puisse y aller. La condition politique a été levée parce que, tout simplement, comme en Tunisie d'ailleurs, le gouvernement suspectait le général Bassolé de vouloir s'enfuir. Ça c'est une réalité.
Enfin, ils le suspectaient. Enfin, à tort ou à raison, mais en tout cas, ils le suspectaient. Et là, ils avaient demandé au général Bassolé de signer un engagement dans lequel il va s'engager effectivement à revenir. Mais ça devait être Ça a beaucoup traîné, mais finalement la semaine dernière il l'a fait. Donc ça, ce blocage-là est levé. Maintenant, il faut attendre que cette semaine, la justice militaire signe le bon de sortie. À ce moment-là, le général Bassolé, qui a un vaste réseau en France, il est très soutenu, il est défendu par Maître William Bourdon qui traque vous savez, les biens mal acquis dans les pays africains. Il a beaucoup d'amis. Qui aurait fait fuiter la photo. Bon, beaucoup d'amis. Donc, pour sa prise en charge à ses frais, ça ne devrait pas poser de problème. Mais maintenant, quand je vois qu'il y a un rendez-vous qui est déjà fixé, est-ce que c'est pour mettre un peu plus la pression sur la justice militaire pour qu'elle délivre le bon de sortie? On verra cette semaine, mais ça me paraît un peu, un peu juste. Peut-être que cette date-là sera repoussée. Mais à l'état actuel, tant que la justice n'a pas signé le bon de sortie, Général Bassolé ne pourra pas sortir. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Mais il est important de rappeler qu'il a Merci à vous pour votre attention à cette émission et à dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir.